Donc c'est le troisième débat de la journée. Il sera, je pense, un tout petit peu plus optimiste que le premier. J'espère qu'il sera aussi créatif que le second. Notre session est consacrée à une ambition immense, c'est celle d'en trouver une pour l'Europe. Alors, Christian de Boissieu va nous poser les termes du débat, et puis je vous présenterai nos invités selon le mode opératoire que vous connaissez déjà très bien. Alors, Peter Sloterdijk, tout à l'heure, nous a introduit deux notions nouvelles essentielles. L'improvisation permanente et le créditisme à la place du capitalisme. Alors moi, je voudrais beaucoup plus modestement vous en introduire une troisième, qui est celle du rêve. Un écrivain a dit un jour que l'ambition, c'était le triomphe du rêve sur la certitude. Alors, Christian de Boissieu, est-ce que l'Europe est-elle encore capable de rêver ? Bien, merci de commencer par des questions faciles. Le débat a déjà été très très bien ouvert par les sessions précédentes. Et moi je dirais l'improvisation permanente, c'est aussi l'autre nom du pragmatisme. Et d'une certaine façon, l'Europe fonctionne depuis 1950. Le président Giscard d'Estaing l'a suggéré sans le dire explicitement, sur ce qu'on appelle la théorie de la bicyclette. C'est-à-dire, dès qu'on commence à ralentir de pédaler, on risque de se casser la figure. Et c'est une partie des difficultés que nous rencontrons depuis 3 ans. Alors, pour relancer le débat qui a déjà été très bien lancé, 4 points d'entrée. Quelle ambition pour l'Europe ? Je résumerai, de mon point de vue, les 2 jours qui tournent autour de cette question, quelle ambition sur l'Europe et pour l'Europe, en disant au fond, est-ce que l'Europe va être capable de rester en première division ? J'utilise volontairement des termes de football. Au football, quand vous tombez en 2e division, c'est déjà difficile de revenir en première. Sur nos sujets, si l'Europe tombe en 2e division, ou tombait en 2e division, du point de vue, j'allais dire, des performances, ou plutôt des contre-performances économiques, du point de vue technologique, du point de vue de la capacité à relever un certain nombre de défis géopolitiques, y compris dans le domaine de la défense et de la sécurité, je pense que ça serait extrêmement difficile pour nous, Européens, tombés en 2e division, de retrouver la première. Et donc, il faut absolument tout faire pour, à l'horizon des 10 ou 15 prochaines années, rester en première division, division dans laquelle sont arrivés les grands pays émergents, et restent, et vont rester clairement, à mon point de vue, les États-Unis. Alors, par rapport à ce débat sur, au fond, les ambitions à long terme, ce qui me frappe, c'est la très grande difficulté pour l'Europe de gérer les horizons temporels. À court terme, depuis 3 ans, on éteint l'incendie. C'est la gestion de la crise de la zone euro, qui n'est pas pour l'instant une crise de l'euro, qui est une crise de la zone euro. Et le président Giscard d'Estaing a eu raison de rappeler la différence entre les deux. Et ce travail de pompier nous rend sans doute incapables ou nous met en grande difficulté pour réfléchir à une vision à long terme. Et ce qu'on appelle le projet Europe 2020, qui est une manière de relancer l'agenda de Lisbonne en y ajoutant la croissance verte, ce projet Europe 2020 aujourd'hui me paraît quand même plutôt relevé de mots d'ordre ou de mots, pas tout à fait crédible et certainement pas financé, donc pas crédible. C'est ma première question. 2e point, pour rebondir sur le débat qui s'est amorcé tout à l'heure, quelle ambition pour quelle Europe ? Quelle ambition pour quelle Europe ? Bon, c'est à mon avis la grande question posée par des problèmes d'articulation, désarticulation à l'intérieur de l'Europe. Il faut d'un côté approfondir le marché unique, et le marché unique, c'est l'Europe des 27, aujourd'hui, y compris pour essayer de gagner quelques dixièmes de points de croissance,
Et en même temps, la crise a eu tendance à nous faire, en quelque sorte, utiliser de plus en plus ce qui est offert par le traité de Lisbonne, c'est-à-dire le dispositif des coopérations renforcées, donc par définition à moins de 27. Et le problème, c'est que les coopérations renforcées, elles ont des périmètres géographiques qui sont différents. L'Europe de Schengen n'est pas l'Europe de l'euro, qui n'est pas l'amorce de l'Europe de la défense et de la sécurité. Donc nous avons plusieurs Europes à géométrie variable. Et la difficulté en termes de gouvernance va être de faire fonctionner de manière efficace, au regard des résultats qu'on peut en attendre, ces Europes à géométrie variable. Et je ne sais pas jusqu'à quel point on va pouvoir continuer à approfondir le marché unique tout en faisant l'Europe de l'intégration à 17, à 25, etc. Les derniers sommets nous le montrent. Troisième et avant-dernière question. Dans ce contexte-là, j'aimerais bien entendre du panel des réponses aux questions suivantes. Au fond, si on se mettait d'accord sur les ambitions de l'Europe, sur le long terme, quelles seraient les principales contraintes qui vont peser sur ces ambitions ? Mon sentiment, c'est que les principales contraintes ne vont pas être des contraintes de financement. Il y a de l'épargne en Europe, il faut savoir la mobiliser intelligemment à partir de maintenant. Les contraintes vont être beaucoup plus des contraintes, j'allais dire, politiques, c'est-à-dire des débats et des accords nécessaires et des convergences nécessaires sur la vision, sur le projet, sur la réforme institutionnelle. C'est là-dessus que ça va se jouer. Et dernier point, l'Europe montre la voie sur beaucoup de sujets, alors qu'au départ, elle n'est pas responsable de la crise mondiale qui a éclaté en août 2007. Elle montre la voie en apparaissant comme le bon élève de la classe, non pas du point de vue des performances économiques et sociales. L'Europe, en matière de croissance et de chômage, est clairement le mauvais élève de la classe mondiale, mais elle est le bon élève de la re-régulation en matière bancaire et financière. CF, l'anticipation que nous faisons du calendrier de Bâle III, le durcissement des règles, la mise en place d'une taxation financière, etc. Je vous pourrais donner 36 exemples. Être en avance, c'est donner un signal fort au reste du monde, c'est donner aussi une manière peut-être de retrouver la confiance. J'espère simplement que nous n'allons pas rester seuls durablement en avance dans un contexte où il y a toujours ce risque au plan mondial de jeu non coopératif. Merci de votre attention. Alors, nous avons la chance d'avoir un commissaire européen, un universitaire américain, un militaire français, un économiste allemand, une politique espagnole, un diplomate français. On a beaucoup de regards croisés pour interroger l'avenir de l'Europe. Alors je commencerai par vous, Michel Barnier. Vous êtes à la fois un homme politique français de premier plan, 4 fois ministre, mais aussi un acteur de la construction européenne, 2 fois commissaire européen. Vous êtes aujourd'hui responsable du marché intérieur. Alors, pour filer la métaphore sportive qu'a amorcée Christian, est-ce que l'Europe est en train de tomber en 2e division ? Bonjour à tous et à chacun. Au rythme actuel du développement de nos économies, quand on regarde les 10 puissances actuelles du monde en matière économique, il y a 4 pays européens qui font partie de ces 10 puissances. Et quand vous regardez le tableau selon le rythme actuel, tous les 10 ans, il y en a un des 4 qui est éjecté du tableau. Pour, en 2050, faire que plus aucun pays européen, et l'Allemagne également, plus aucun pays européen ne sera membre du G8. Et donc le risque sur lequel vous m'interrogez, que nous soyons relégués en 2e division, c'est un risque réel aujourd'hui quand on regarde l'addition des crises que nous affrontons, qu'elles viennent de chez nous, ou comme l'a justement rappelé Christian de Boissieu, qu'elles viennent d'ailleurs, et notamment des États-Unis avec la crise financière. Sur cette addition de crise, j'ai juste 3 chiffres que je rappelle. Cette année, une croissance pour l'Europe tout entière de 0%, pour la zone euro, un chômage de 11%, et pour la France, notre pays,
une réduction de 20% de nos parts de marché sur la scène commerciale internationale depuis quelques années. Des interpellations externes, je viens de le dire, des interpellations internes aussi. Externes, il y a aussi la montée en première division de nouvelles équipes, la Chine, le Brésil ou l'Inde, au-delà des anciennes équipes qui sont toujours là. Je voudrais aussi, dans cette description très rapide des défis, évoquer le choc démographique, qui est une vraie faiblesse européenne, puisque nous sommes le seul continent du monde qui va, dans les 30 ou 40 ans, perdre de la population. Et sans évoquer naturellement les défis du changement climatique. Quand on fait l'addition de toutes ces difficultés que nous affrontons, il y a deux attitudes possibles. Soit le catastrophisme, baisser les bras, se mettre la tête dans le sable. Jean Monnet, Robert Schuman, Adenauer, en 1950, n'ont pas baissé les bras. Ils ont fait cette improvisation géniale de cette mutuelle damnation d'États-nations à 6, aujourd'hui 27 et bientôt 28. Donc soit on baisse les bras, soit on agit. Et le choix que nous avons fait est celui de l'action. Je pense que la chose supplémentaire qu'il faut faire aujourd'hui, et à laquelle nous travaillons du côté de Bruxelles, c'est le jeu collectif. Le jeu collectif. Il n'y a pas de penalty dans le jeu européen. Il n'y a pas de tir au but. J'ai été très choqué parce que ce n'est pas juste de ce titre d'un journal français, Hollande 1, Merkel 0. Ce n'est pas comme ça que ça se passe au Conseil européen. Et c'est pas en tout cas comme ça que nous avons vécu de l'intérieur le résultat du dernier Conseil européen. Donc un jeu collectif, pour faire quoi? Parce que s'il n'y a pas de jeu collectif, la sanction des marchés est immédiate. Au contraire, s'il y a jeu collectif, à coup sûr, notre crédibilité et notre souveraineté sont consolidées. Jeu collectif pour faire quoi? Et c'est la question qui est posée à tous les dirigeants européens actuellement. Nous avons essayé de tracer cette route, peut-être pour une des toutes premières fois au dernier Conseil européen, ce qui explique probablement les échos positifs qui ont été reçus. Les 4 présidents du Conseil européen, de l'Eurogroupe, qui se réunit, je le dis en passant, chaque mois, du président de la Commission et de la Banque centrale, ces 4 présidents ont tracé une feuille de route assez ambitieuse, certains disent trop ambitieuse, et c'est probablement cet horizon-là, pour la première fois fixé, que les marchés ou les observateurs ont pu saluer. Je voudrais juste dire télégraphiquement ce qui doit être dans ce jeu collectif maintenant. L'union budgétaire et l'union financière, c'est la construction d'un trésor européen, comme il existe un trésor américain, avec un jour un ministre européen ou un secrétaire général, d'ailleurs probablement les deux à la fois, ministre européen et un secrétaire général de la zone euro. Nous y travaillons dans ce qu'on appelle l'union bancaire ou financière pour des propositions dès le mois de septembre. Et puis l'union économique, avec des champs nouveaux et qui sont, de mon point de vue, un champ vital, celui de l'agenda de compétitivité entre les Européens. On disait hier, il faut un choc de compétitivité, c'était ce que disait Louis Gallois. Une politique industrielle, ou des politiques industrielles sur les secteurs stratégiques. Moi, je plaide à l'intérieur de la Commission, et les lignes bougent tout doucement pour que l'on retrouve l'audace des fondateurs de la CECA, qui était la première politique européenne, une politique industrielle sur le charbon et l'acier. Politique de compétitivité entre nous, politique de réciprocité avec les autres aussi. Voilà les 3 éléments principaux du jeu collectif qui est devant nous, union économique, union budgétaire, union financière. Je voudrais juste conclure par une remarque politique. La contrainte qui pèse sur cette prochaine étape, c'est une contrainte politique et démocratique. Est-ce que les peuples vont accompagner, comprendre, suivre, soutenir ? Je n'en suis pas sûr, et notamment chez nous, ici. Et voilà pourquoi, tout à l'heure, j'entendrai avec intérêt le ministre Pierre Moscovici. Moi, je pense que, me souvenant de ce qui s'est passé en 2005,
je plaide pour que sur ce sujet de la prochaine étape d'intégration économique, financière et économique en Europe, un débat public soit ouvert en France. Nous en avons le temps, il y a la sérénité nécessaire au lendemain d'élections par le président de la République. Il doit ouvrir un débat public, nous n'en avons pas beaucoup l'habitude dans ce pays, et construire un accord politique entre la droite, le centre et la gauche, et les Verts. Nous n'avons pas non plus cette habitude. S'il n'y a pas les conditions de tel débat public, démocratique, et finalement d'un accord politique entre la majorité et l'opposition, moi je crains que les mêmes causes produisent les mêmes effets et que nous nous trouvions devant un blocage chez nous sur cette future étape d'intégration politique. Tout à l'heure, on citait Trotsky et d'autres. J'ai retrouvé cette phrase un peu plus ancienne de Thucydide qui, dans la guerre du Péloponnèse, disait « se reposer ou être libre, il faut choisir ». Eh bien, je pense que la liberté aujourd'hui, c'est d'être européen. Voilà ce que je pense. On parlait justement du militaire, de l'intervention militaire. Alors, je me tourne vers un spécialiste du militaire, le spécialiste du militaire, Jean-Louis Georgelin. Vous êtes un pur produit de l'école militaire française. Vous avez gravi tous les échelons avant de vous retrouver en 2006 chef d'état-major des armées. Vous êtes aujourd'hui grand chancelier de la Légion d'honneur. Alors, on citait tout à l'heure Steve Erlanger à la première table ronde qui disait à peu près l'Europe de la défense, c'est fini. Alors, question, l'Europe a-t-elle l'envie et les moyens d'une politique de défense commune? En 5 minutes. Alors, en 5 minutes, c'est évidemment prendre le risque de faire caricaturer sa pensée. La réponse à cette question, à mon avis, elle est simple et claire. La réponse est non. Voilà. Les militaires ont l'avantage d'être clairs et de ne pas perdre leur temps dans des circonlocutions. Alors, bien évidemment, c'est d'ailleurs tout à fait intéressant d'avoir entendu la position de Stéphane Erlanger tout à l'heure, avec laquelle je me sens en phase, et celle un peu plus nuancée de l'orateur précédent, sur laquelle je reviendrai. Alors évidemment, en disant cela, je ne méconnais pas qu'il existe quelque chose qui est labellisé Europe de la défense, qui est décrit traité européen après traité européen, et de manière très précise dans le traité de Lisbonne. Je ne méconnais pas qu'il existe des tas d'organismes, tous plus subtils les uns que les autres, affublés d'acronymes imprononçables. Je ne méconnais pas qu'il existe un service d'action extérieure avec 5000 fonctionnaires placés dans l'armée, on dirait, sous les ordres de Mme Ashton. Je ne méconnais pas, évidemment, que chacun des 27 pays de l'Union européenne a une armée. Je ne méconnais pas les nombreuses avancées bilatérales, et non pas à l'intérieur de l'Union, qui sont faites dans le domaine militaire. Et je ne méconnais pas les difficiles avancées industrielle dans l'Europe, dans l'industrie de défense européenne. Mais tout cela ne suffit pas, loin s'en faut, à faire de l'Europe une Europe puissance. Même si, évidemment, on peut s'interroger sur la place et le rôle de la puissance militaire dans le concept de puissance dans le monde d'aujourd'hui, et notamment par rapport à la puissance économique. C'est évident que nous ne sommes plus ni au XIXe siècle, ni même au XXe siècle. Alors, la démonstration de cette inexistence de l'Europe de la défense a paradoxalement été faite par 2 pays européens, la France et la Grande-Bretagne, dans cette affaire libyenne. Voilà un cas extraordinaire où l'Europe avait la chance, dans une zone qui était à proximité immédiate de l'Europe, puisque de l'autre côté de la Méditerranée, de faire jouer les mécanismes de sa politique européenne de sécurité et de défense, alors même que les USA, au début, étaient prêts à lui laisser le champ libre, mais finalement, l'Union européenne en tant que telle s'est avérée incapable d'en assurer le leadership, et quelque brillant qu'ait été le succès politique
diplomatiques, militaires également, français et britanniques, ça n'a pas été le succès qu'on aurait dû attendre de l'Union européenne, mais il a fallu faire appel aux États-Unis, il a fallu faire appel à l'OTAN, j'y reviendrai. L'Europe, aujourd'hui, soyons clairs, est un nain militaire et l'Europe est assez largement un continent désarmé. Alors la question qui se pose, c'est jusqu'où va-t-on continuer et est-ce que finalement c'est grave? Alors que le PIB de l'Europe est supérieur à celui des États-Unis, un intervenant hier expliquait que c'était 26%, je me tourne vers le professeur d'économie, du PIB mondial, contre 23% pour les États-Unis. Les 27 pays de l'Union européenne représentent, en sommant leur budget de défense, à peine 40% du budget américain. Alors évidemment, j'y reviens tout à l'heure, le but n'est pas nécessairement de rattraper le budget américain, mais c'est un indicateur qui, comme on dit dans les colloques, fait sens et qui mérite qu'on s'y arrête. Les deux seuls pays qui conservent des capacités militaires crédibles, adaptées au type d'opérations dans lesquelles nous sommes impliqués aujourd'hui, c'est-à-dire des opérations de projection au-delà des frontières nationales, la France et le Royaume-Uni, sont eux-mêmes en difficulté dans ces questions budgétaires. Et en définitive, tout se passe comme si la première puissance économique du monde avait renoncé explicitement ou implicitement à la puissance militaire, au concept de puissance militaire, à l'utilisation de la force dans la résolution des conflits, considérant que nous sommes entrés dans l'ère du soft power et que le soft power, déconnecté d'un hard power qui lui donne sa crédibilité, se suffisait à lui-même. Alors je vois déjà que Madame Loyal me dit qu'il ne reste plus que 2 minutes. À cela, quelques explications rapides, j'en donnerai 4. D'abord, le fait des 2 guerres mondiales qui ont conduit l'Europe presque à son suicide et qui lui ont donné la volonté d'éradiquer la guerre dans son espace géographique. C'est l'ambition de Jean Monnet et de la CECA, qui, ne l'oublions pas, a été fait pour rendre la guerre impossible entre les États européens, et de ce point de vue-là, c'est un succès total, mais pas au point de faire penser aux Européens que la guerre a été éradiquée dans le monde et que du fait qu'elle ait disparu en Europe, elle n'ait pas quitté l'horizon du monde. Deuxième raison, évidemment, l'OTAN. Il existe une organisation de sécurité transatlantique qui est l'organisation principale en matière de défense, c'est l'OTAN, et je regrette personnellement l'échec en 1995 de la construction du pilier européen de défense à l'intérieur de l'OTAN. Quand on est chef d'état-major des armées et qu'on assiste à la réunion des chefs d'état-major d'armée dans le cadre de l'OTAN avec ses partenaires européens et qu'ensuite on assiste à la réunion des chefs d'état-major, les mêmes -8+6, dans le cadre de l'Union européenne, on voit bien tout de suite où se situe la priorité de nos partenaires. La troisième raison, c'est évidemment la disparition d'une menace clairement identifiée. Jusqu'à présent, dans l'histoire, une armée, l'armée française en particulier, était construite par rapport à une menace précise, la menace allemande, la menace soviétique dans le cadre de l'OTAN. Aujourd'hui, c'est plus polymorphe, c'est plus diffus, cyberattaques, etc. C'est compliqué. Et enfin, évidemment, l'Europe reste évidemment une réunion de nations fortes. Or, dans le domaine de la défense, nous sommes au cœur de la souveraineté des États. Et il est plus difficile d'abandonner sa souveraineté dans le domaine de la défense où l'on risque la vie des hommes et des femmes qui sont engagés dans les conflits que dans d'autres secteurs. Alors, je termine. Aujourd'hui, les conditions de la puissance, c'est indiscutable, ont considérablement évolué dans le monde mondialisé où la révolution numérique a tout changé, y compris bien sûr les formes de la guerre, et y compris, ça a été plus ou moins évoqué, l'exercice de la démocratie.
Se fixer comme objectif pour l'Europe de rattraper les USA au plan de construction militaire serait sans doute absurde, et personne ne le demande du reste, mais renoncer naïvement à toute puissance militaire, à avoir les moyens d'être un acteur crédible sur la scène internationale, c'est certainement jouer avec l'avenir de notre continent et les générations futures. Un espace aussi privilégié géographiquement, culturellement, économiquement que le nôtre ne saurait rester longtemps s'il était désarmé, non convoité. N'oublions pas que dans le domaine de la défense, qui est celui du temps long et non pas de l'immédiat, les décisions qui sont prises aujourd'hui engagent l'avenir dans 30 ans. Et enfin, pour conclure définitivement, oui, parce que nous sommes dans le temps court. Je vous livre cette réflexion. La puissance militaire est à la sécurité ce que l'oxygène est à la respiration. On n'y prête guère attention, sauf lorsqu'on vient à en manquer. Alors, on va traverser l'Atlantique avec vous, Andrew Moravcsik. Donc, vous êtes américain, économiste et europhile. Vous dirigez à l'université Princeton le programme Union européenne. Alors, est-ce que c'est la fin d'une Europe puissante face au bloc américain et asiatique, comme on a un peu tendance à le dire aujourd'hui? Alors, quelle ambition pour l'Europe? Je continue en anglais, ma langue maternelle. I will make one observation and draw 3 political conclusions. My observation is a geopolitical paradox. Europe has more influence in the world today and will continue to do so for some time than China, but it gets less credit for it. Europe, not China, is the world's second superpower, and it's going to be for some time to come. What kind of power does China have? Well, first of all, it has military power. 25% of the world's military spending is European, compared to 5 to 7% of world military spending for China. Europe has had 50 to 100,000 combat troops active in the world for the last couple of decades, compared to 2,000 for China. Europe leads operations in Libya and Lebanon, Cote d'Ivoire, elsewhere. China does none of this. There have been 25 Western military interventions over the past couple of decades. Europe's been involved in most of them. But Europe is the most important place in the world, more important than the United States, in its civilian power. The most important European power is perhaps European enlargement, the single most powerful strategic tool for peace, spreading peace and order in the world since the end of the Cold War. No other region of the world has anything like it. It's the world's largest trading power, larger than China, particularly when you net out intra-firm trade. More importantly, transatlantic investment remains 60% of the world's investment. Europe gives over half of the world's foreign aid. It dominates international organizations. It has 4 times as many foreign students, third country students, as the United States. Its values, like parliamentary government, social welfare, rather than libertarian governance, international, not parochially American, human rights values, are spreading internationally. And none of this will change soon, no matter what happens with the euro crisis. China won't have more military power than Europe until around 2050. It won't have more military power than the United States until 2100 at current trends. Economically, Europe's greatest advantages are a relatively high per capita income and stable political institutions, and those aren't going to change either. 3 conclusions for Europe's relations with the world. First, transatlantic relations are relatively healthy because there is no alternative. If Europe or the United States wants to engage in military relations with the rest of the world, they're going to have close relationships with each other.
I think the case of Iraq, where the United States and Europe disagreed with each other, has been vastly overestimated. It is the only case in the past 20 years where the United States and Europe disagreed about a major military intervention. In the other 24 cases, like Libya, they agreed. Economically, the relationship between the United States and Europe is so intense that there is no alternative to working on it together, and there's much more agreement than there is between, say, Europe and the United States, China and the United States, or China and Europe. True, there may be conflicts over things like currency values in the wake of the euro crisis, or even in the geostrategic area, the Middle East, but these things are normal in such a relationship. In the end, it's the Western international economic order that is spreading throughout the world despite all the conflicts over it. Second point, what is the consequence of the euro crisis? The euro crisis is important, but it's also important not to overstate its importance. And in particular, it's important not to take a romantic notion about the effect of the euro crisis. Many people think that the effect of the euro crisis will be to denigrate Europe as a model for the rest of the world, to undermine Europe's symbolic power. But I think we should be more pragmatic. The advantages Europe has are not primarily symbolic. They're primarily material and political. Yes, on the one hand, it's important to get European growth going again, but on the other hand, Europe's advantages in high per capita income, its distinctive political institutions, its policy stances will persist. The important thing is not to preserve the euro. The important thing, as Michel Barnier and others have said, is to preserve growth. And whatever policy preserves that is a good policy. Third point, the real problem is not so much that Europe as a model disappears, or that this or that European policy is good or bad. It's that Europeans are structural pessimists. They underestimate and undersell themselves massively. Example one, a few years ago, Europe recognized Kosovo, got over the legal difficulties, and started moving towards some kind of resolution. What did you read in the newspaper? That 5 countries abstained on the vote, and it was a failure for Europe. Example 2, Europe intervened in Libya, did 75% of the work, spent only €1 billion overall, all Western countries, and succeeded, not €1 trillion over 10 years and failed like the United States in Iraq. And what did the headlines read? Well, it was a failure for Europe because it wasn't an EU operation, because the Germans didn't participate, because the military doesn't have enough materiel, because they had to rely on US intelligence assets. Pretty soon, even my good friend Stephen Erlanger says, and I quote from the first panel today, Libya was the sort of success that implies never again. I think Libya is the sort of success that implies a new model for a very cheap and effective American-European cooperation led by Europe. Europe has a public relations problem, or maybe, as Professor Sloterdijk in the last session would call it, a psycho-political problem. It needs some psychoanalysis. And this is not just a problem for Europe, it's a problem in Washington and Beijing, in China, where I spent a year recently. If you tell Americans and Chinese over and over again, wrongly, that the EU is on the verge of collapse, they will underestimate you. They're very pragmatic people, the Americans and the Chinese. Americans and Chinese don't talk that way, and it doesn't serve the European interest to do so. Thank you.
Christophe Schmitt, vous êtes économiste, vous êtes professeur à l'université de Mannheim en Allemagne. Alors on présente souvent les sommets européens, on le disait tout à l'heure, comme des matchs de football avec ses gagnants et ses perdants. Alors, vous, de votre point de vue, est-ce que vous pensez qu'on va vers une Allemagne européenne ou une Europe allemande ? If we went about it in one way by itself, one or the other, that would not be sufficient. We need both. We are engulfed in a crisis that is systemic, and we need to find a way out of this crisis towards a long-term governance of the euro area and of a common Europe that follows some principles that we might be able to agree on easily in the current situation, but the difficulty is to survive until that time, until we install this governance. There is a way to provide a bridge. That's something that the council that I'm a member of, the Council of German Experts, proposed last fall, the European Redemption Pact. And I'm very grateful to have the chance to, in a nutshell, describe its elements here in this circle. But let me just step back for a second and describe the problem. Why do we need a bridge towards the future? Why can't we just jump into a better future? Well, the euro area is suffering from a severe crisis, a systemic crisis, a crisis of confidence. And there's no straightforward solution because three areas are entangled amongst each other, namely sovereign debt. There's a debt overhang in many countries in the euro area. Ailing banks with insufficient equity to provide a buffer to shocks. So states which are ailing have to help banks which are ailing themselves in a vicious circle. And many countries in our region have developed low competitiveness, a low level of competitiveness over time. And to overcome this low competitiveness needs time and needs structural reform. But how to engage into structural reform if you don't have the time and the possibility to breathe and to refinance your normal operations? This is a vicious circle of three problem areas, and you need a strategic solution. You need a solution that addresses all three of them at the same time, because if you do it one at a time, you might help in one situation and exacerbate the situation in another area. And this credible strategy needs to at least do two things at the same time. First of all, it needs to specify how the sovereign debt levels, the debt to GDP ratios, are brought back into a palatable range. The Maastricht Treaty provided an arbitrary, of course, but a limit which might be quite a good aim to go for, 60% of GDP in each country. And at the same time, the strategy needs to specify what type of structural reform will be undertaken, with what time frame, and with what effort. And this strategy has to be convincing not only for us and for voters, for politicians, for economists. No, it has to be convincing to the potential investors that we turn to refinance our operation, that states turn to, governments turn to refinance their activities. So far, it might be that European policymakers, European leaders have understood the systemic nature of the problem. That's clear. I can't look into their heads. But they don't really act in this way. They have engaged in sort of a piecemeal engineering with stepwise widening of the rescue funds. And this is, of course, testing the devotion of European leaders and of European voters also to prevent a breakup of the euro area in each step. Every time a new summit, a new council meeting agrees on a new step to widen the rescue funds, to engage into a new or to take another step towards integration, political integration, banking union, or whatever, every time you test the devotion to the European idea. So there should be better a strategy which is once and for all set and then kept within the next decades, where all people, all decision makers are also sticking to their promises.
It's easy to understand, and I think that's something I have to say. I'm happy that I'm able to say it here. It's easy to understand that the German government is insisting so adamantly on a strategy of quid pro quo. I think that without conditionality and without adjustment and adjustment measures, it will be difficult to regain competitiveness. Solidarity and regaining competitiveness have to be balanced. And one way to balance that, a possible bridge into the future, is the European Redemption Pact that we suggested. It's a pact with one element, the European Redemption Fund, which would allow states, member states, participants in this pact to take everything beyond 60%, all debt beyond 60% of their own GDP, to put it into a jointly and severally, into a fund that is enjoying joint and several liability. That's one part of the proposal. But the other parts of the proposal, why is it a pact? Because there are also conditions coming along with it. Namely, the installment of a crisis resolution mechanism at the end of the process with private sector involvement, if necessary, and in particular a commitment to fiscal compound national debt breaks. This fund would be temporary and limited in magnitude. Limited, albeit very large. The magnitude, the order of magnitude would be about 2.5 trillion euro. And the 60% in each country which are not transferred to the fund, they need to be kept at 60%. And that's only possible by using debt breaks and sticking to the agreement that one sets out in the beginning. Well, there has to be one player, especially at least from the point of view of the German Council of Economic Experts, that's a major point. German voters have to be convinced that this is working and that other players in the game are sticking to their promises. And that's why there are several safety valves installed. For example, the pledging of gold reserves, of currency reserves, and other things. I can't go on and explain in detail what these safety valves are, but I think everybody has to understand that this would be an idea to provide a bridge, and to embrace it means to embrace all elements of it. Embrace the joint and several liability, embrace the low interest rates coming along with them, or with this decision, but also means embracing the conditionality, embracing the conditions to provide a better structure for future prosperity. So in the end, my answer, as I said in the beginning, would be neither one of them would be sufficient. If only Germany became more European, that would not be sufficient. And if Europe became more German, whatever that might mean, we need both to proceed to a prosperous, peaceful, and coherent Europe. We have a bridge, but we have to embrace all elements at the same time, or it won't be a success. Thank you. On va traverser la France, passer les Pyrénées et aller en Espagne avec vous, Ana Palacio. Vous êtes avocate, vous avez été ministre des Affaires étrangères, membre du Parlement européen. Aujourd'hui, vous êtes au Conseil d'État espagnol. Alors, quelle raison, surtout quand on est espagnol, de croire encore aujourd'hui à l'Europe? Des raisons, il y en a. Reprenons ce qui a été dit jusqu'à présent. Nous avons d'abord des données qui sont là, deuxième monnaie, première économie, défense, qui est la dépense en défense, elle est 40% de l'Amérique, mais elle est plus grande en ce moment que tous les BRICS ensemble. Donc il y a des données. Le problème, comme disait Moravchik, c'est que nous nous sous-estimons et nous nous vendons mal dans un monde où il faut vraiment se vendre soi-même. Je pense donc qu'il y a cette idée qui a été exprimée, nous sommes des pompiers, nous devrions être visionnaires, nous sommes pessimistes. Est-ce que nous pouvons être pompiers parce que feu il y a et être en même temps visionnaires? Je le pense. Je pense qu'il faut pour ce faire adresser de front un problème, et c'est le déficit de confiance, qui d'ailleurs n'est pas une idée irrationnelle, c'est un déficit de confiance à la fois entre le nord et le sud de l'Europe, entre les citoyens européens et les institutions européennes, et entre nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes européens. C'est cette idée d'hypercritique qui a été c'est la nécessité de psychologie politique. Mais reprenons cela. Entre le nord et le sud, il y a
un discours qui émerge le Nord paresseux, le Nord despotique. Vous voyez, écoutez, ça c'est le subconscient parce que dans le Sud, on travaille très fort. Le Nord despotique, le Sud paresseux, c'est un peu cette idée, si aujourd'hui l'euro avait une maxime comme le dollar, cette maxime pourrait bien être malheureusement « In Europe, we don't trust ». Mais voyons, le président Monti, le président du Conseil Monti était là tout à l'heure. L'Espagne, l'Italie, nous faisons des réformes pas parce que l'Allemagne nous y pousse, pas parce que la Commission européenne nous y pousse, quoique, disons, pour le début. Non, mais je suis d'accord, le commissaire dit non avec la tête. C'est vrai que nous y avons été poussés, mais nous les faisons. Je vais parler de l'Espagne parce que nous en avons besoin, parce que c'était quelque chose que nous savions que nous devions faire depuis la transition de Franco. Et si vous voulez, ce sont les grandes asymétries qu'il nous reste à aborder. L'Espagne a été une success story avec l'Irlande, avec Singapour, mais nous sommes passés d'être un pays sous-développé à être où nous sommes. Et nous avons ce problème qu'il faut aborder, des cajas de notre marché du travail, de notre administration publique, et nous avons été poussés à aborder ces réformes. Nous devons les faire. Nous devons les faire pour nous-mêmes et aussi, évidemment, pour continuer à faire partie de l'Europe. Et je pense que cet objectif de mettre mettre notre situation en ordre, je pense que très souvent on perd de vue cette idée de l'Espagne qui est passée dans un temps record et qui a ces asymétries. C'est précisément, je pense que c'est essentiel pour rétablir la confiance entre le Nord et le Sud. Mais il faut que le Nord aussi prenne ses responsabilités. Et évidemment, l'Allemagne n'est pas la victime innocente. L'Allemagne a profité de l'euro et a été le grand bénéficiaire, si je puis dire, de l'euro. Et il faut que cela aussi soit pris en compte. Je disais qu'il y a aussi un manque de confiance entre les citoyens et les institutions européennes. Maintenant, on revient très souvent sur ce thème, c'est le déficit démocratique, etc. Je pense que tant que les choses marchaient, ce n'était pas une voie sur le devant de la scène. Et ce qu'il faut, c'est que les institutions européennes fassent étalage de politiques qui intéressent les citoyens en premier lieu. Ces politiques dans l'énergie, dans les transports, les vieillissements de la population, la recherche biotechnologique, c'est les sujets qui intéressent les citoyens. Il faut que les institutions européennes soient plus visibles là-dessus. Finalement, c'est ce manque de confiance des Européens en eux-mêmes. Je crois que ça, c'est le plus grave problème et nous devons y répondre parce que nous le pouvons. Et je reparle pour finir, en tant qu'Espagnol, l'Europe a été une aspiration pour beaucoup de pays, notamment le mien. Et ça le reste. Et ça le reste si nous y croyons pour les Croates, pour les Balkans. Il faut savoir que c'est une aspiration. L'Europe a aussi été une inspiration et ça nous a donné une auctoritas dans le monde sur la défense de l'état de droit, sur la défense des droits de l'homme. Et le monde d'aujourd'hui a besoin de cette voix forte européenne. Donc voilà ma conclusion. Si l'ambition, c'est le triomphe du rêve sur la réalité, il nous faut rêver et nous pouvons rêver. On termine avec vous, Pierre Sellal, ce tour de table. Vous êtes un diplomate de carrière. Vous avez été notamment représentant permanent de la France à l'Union européenne. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Alors, on compte sur vous parce qu'on a eu finalement pas mal de bilans, quelques petites touches d'espoir. On compte un peu sur vous quand même que vous nous fassiez un tableau un peu plus concret sur... Est-ce que l'Europe a besoin d'une réforme institutionnelle et puis est-ce que ça serait la réponse? Peut-on faire rêver avec une réforme institutionnelle? Mais oui. C'est un peu la gageure.
s'il y a un domaine dans lequel la théorie de la bicyclette que rappelait Christian de Boissieu au début de ce débat a été pertinente, c'est bien la réforme institutionnelle. Depuis 20 ans, 6 traités de réforme institutionnelle, ce qui veut dire une négociation pratiquement continue. Et il serait aisé d'opposer cette période qui était à la fois riche en réformes et difficile avec les 35 premières années heureuses de la construction européenne, avec une ou deux modifications institutionnelles, la création du Conseil européen que rappelait le président Giscard d'Estaing tout à l'heure, ou l'acte unique en 1984. Donc le contraste est saisissant entre cette stabilité institutionnelle pendant 35 ans et cette frénésie institutionnelle de réforme depuis 20 ans. Pour le comprendre, je crois qu'il est utile de se rendre compte qu'on a souvent engagé des réformes pour de mauvaises raisons pendant cette période. D'abord, au nom de la chimère de la simplification. Le système européen est un système profondément complexe et durablement complexe. Il y a des États souverains, il y a des compétences fédérales, des coopérations renforcées, des autorités indépendantes, des organes collectifs. Le système européen sera durablement complexe et se fixer comme objectif la simplicité, ça me paraît quelque chose d'extrêmement difficile, sauf à considérer qu'un système dictatorial doit être la perspective dans laquelle on doit se situer. Il n'y a pas plus simple qu'un régime dictatorial. Deuxièmement, les faux débats. On a eu beaucoup de faux débats depuis 20 ans. Je citerai un seul exemple. Le combat pour la repondération des voix entre les États membres a été un combat absurde qui a duré 10 ans, qui a eu des effets pervers considérables et dont on aurait pu faire l'économie. Troisième mauvaise raison de faire des réformes, les corporatismes institutionnels. La défense par chaque institution de son précaré de compétences, de ses prérogatives, de sa place, ce qui conduit à des réformes le plus souvent illisibles et en tout cas insusceptibles de susciter l'adhésion. Je citerai enfin ce que j'appellerais l'illusionnisme institutionnel, c'est-à-dire s'imaginer que l'on peut résoudre des problèmes de fond, des contradictions d'intérêts, par des traités ou par la création d'institutions. Tout ce qu'a dit tout à l'heure le général Georgelin à propos de la défense européenne, je crois, s'applique bien à ce que je viens de dire. Néanmoins, il y a de bonnes raisons pour réformer, et la réforme, la recherche d'institutions plus efficaces est une exigence plus forte que jamais dans le contexte de la crise et de la nécessité de renforcement de la gouvernance de la zone euro. Les raisons pour lesquelles il faut réformer, c'est le besoin d'efficacité. L'expérience récente a montré que nous étions dans la difficulté pour décider bien et vite. Deuxièmement, une exigence de légitimité. Comment susciter la compréhension, l'adhésion, la confiance, comme disait à l'instant Nat Palacio. Et force est de constater à cet égard que tout ce qu'on a pu mettre en place ces dernières années, renforcement du rôle du Parlement européen, en particulier généralisation de ce qu'on appelle la codécision, n'a pas suscité une adhésion véritable aux décisions. Et troisième principe, troisième exigence, celle de la cohérence. Nous devons veiller à faire en sorte que le mécanisme institutionnel permette effectivement de mettre en œuvre les politiques qui ont pu être décidées. Pour me faire comprendre à propos de la cohérence, je prendrai un exemple tiré d'un autre domaine que la sphère économique et financière en matière de justice et d'affaires intérieures. Il y a eu des avancées considérables avec une politique commune des visas. Il y a eu une avancée considérable en matière judiciaire avec le mandat d'arrêt européen. Mais quand vous n'avez pas les institutions pour le mettre en œuvre, une autorité commune pour délivrer les visas, ou bien un parquet européen, ce sont des avancées politiques qui sont difficiles à mettre en œuvre. Efficacité, légitimité, cohérence, c'est ce que nous devons essayer d'appliquer aujourd'hui dans la réflexion sur le renforcement de la gouvernance de la zone euro. Combiner efficacité et légitimité, cela veut dire, je crois, trouver le bon dosage, le bon équilibre entre le domaine de la décision partagée, décision collective prise si possible au plus haut niveau, et qui a l'avantage de la lisibilité et d'une forte légitimité. Et deuxièmement, la décision déléguée à la Commission, à la Banque centrale en tant que superviseur européen, qui a des avantages d'efficacité, mais qui pose des problèmes d'acceptabilité et d'adhésion. La question de la cohérence aujourd'hui se pose en termes de rythme de l'intégration. Faut-il, pour assurer l'adéquation entre le cadre institutionnel et les avancées politiques,
fixer immédiatement une perspective finale, avec un grand soir, un grand saut, qui dirait qu'à terme identifié, nous aurons un basculement vers des institutions plus intégrées avec à leur tête, le cas échéant, des autorités élues au suffrage universel. Ça a l'avantage de la lisibilité. Beaucoup y ont rêvé à la veille du précédent Conseil européen et un peu à tort. L'un des problèmes, c'est l'acceptabilité politique profonde. Michel Barnier avait raison de rappeler 2005. Et c'est aussi le fait que, comme le disait le président Giscard d'Estaing, on peut penser que durablement notre système sera fondé sur la coexistence entre des États membres et des éléments fédéraux. Dès lors, l'autre approche, c'est celle de l'approche progressive, en veillant à chaque étape qu'il y ait adéquation entre le degré d'intégration institutionnelle et le degré d'intégration des politiques, et c'est plutôt la voie qui a été esquissée lors du dernier Conseil européen. La cohérence, ce sera ma dernière remarque, pose aujourd'hui une question nouvelle liée aux coopérations renforcées, et Christian de Boissieu a eu raison de mettre l'accent là-dessus. La coopération renforcée relève d'une gageure. Comment faire en sorte que l'on puisse agir à quelques-uns avec des institutions qui, en principe, appartiennent à tout le monde? On a pu gérer cela pendant une quinzaine, une vingtaine d'années parce que la différence n'était pas trop accusée entre la sphère à 17 intégrée et la sphère à 27. Je pense que cela sera de plus en plus difficile. Je pense que les décisions du dernier Conseil européen ont accentué la séparation potentielle entre les deux sphères et qu'il est douteux que les institutions telles qu'elles sont, et en particulier la Commission et le Parlement européen, parce que le Conseil, lui, a davantage de plasticité interne, il est douteux que ces deux institutions puissent jouer leur rôle dans le fonctionnement et la gouvernance de la zone euro. Ma conclusion sera très simple, pour dire que la réforme institutionnelle est nécessaire pour assurer une adéquation continue par une improvisation peut-être permanente entre notre capacité de décider et ce qu'il est nécessaire de décider, mais en même temps, elle ne sera jamais le substitut à une volonté politique lorsqu'elle est défaillante. Je remercie les intervenants parce qu'il y a eu un vrai débat autour de la table, qui n'est pas ronde. Il y a eu un vrai débat, mais il y a eu aussi des convergences. 3 points, 3 phrases. Premièrement, je voudrais insister sur le fait que le plan d'amortissement de la dette, présenté ce matin par Christoph Schmitt au nom des sages allemands, et qui a été présenté par les sages allemands au mois de novembre dernier, ce plan, quand il a été présenté, a été critiqué par Mme Merkel elle-même. Il est venu, on a eu des débats entre économistes français et économistes allemands, le Conseil d'analyse économique, les sages allemands, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la discussion sur ce plan allemand est beaucoup plus ouverte qu'elle était au mois de novembre, et que ça peut être une base intéressante et qui dépasse le franco-allemand, pour aller de l'avant sur les points qui ont été évoqués. Deuxième phrase, deuxième sujet, il y a autour de la table ce clivage entre ce qu'Andrew a appelé les pessimistes structurels et, je ne sais pas s'il faut les appeler, les optimistes structurels. Bon, tout le monde connaît la formule de Bernanos, la différence entre les pessimistes et les optimistes, c'est que les optimistes sont des imbéciles heureux, à la différence des pessimistes. Moi, je pense que le clivage, il n'est pas celui-là. Et merci d'avoir réintroduit le rêve et le volontarisme. Le débat aujourd'hui par rapport à l'Europe, c'est entre ceux qui renoncent et ceux qui se projettent dans le long terme, disons avec une bonne dose de volontarisme dont on a besoin. Simplement, la difficulté qu'on a, c'est que depuis 3 ans, nous gérons l'Europe au bord du gouffre. Au bord du gouffre. On a tout fait pour éviter d'y tomber. Jusqu'à présent, on a réussi à ne pas y tomber. Et cette gestion de l'Europe au bord du gouffre, peut-être c'est elle qui nous empêche ce volontarisme du long terme dont nous avons besoin, ou en tout cas, au moins, je dirais politiquement, nous l'utilisons comme alibi ou comme prétexte pour ne pas partager cette vision commune du long terme dont nous avons grandement besoin. Dernier point, je reviens sur ce qu'a dit Michel Barnier, la pédagogie, le débat public, ça me paraît fondamental. Je rappelle quand même que cette question avait déjà été abordée au moment
du traité de Maastricht. Comme beaucoup d'autres dans cette salle, en tant qu'économiste, j'avais participé à des formes, j'allais dire des soirées Tupperware sur le traité de Maastricht. Alors, les soirées Tupperware, ça ne remplace pas le débat public. Dans le domaine nucléaire, on a essayé de lancer des débats publics. Je pense que par rapport à sans toujours réussir d'ailleurs, en matière d'Europe, il faut absolument lancer ce débat public à tous les niveaux, dans les pays, mais il faut aussi que l'Europe et les institutions européennes jouent leur rôle dans la pédagogie de l'Europe dont l'Europe a besoin. Merci de votre attention.